Alors on a l'habitude de parler de la paracha, de la halakha de la paracha. Seulement le problème c'est que on a une autre priorité, c'est qu'on va être Hanouka. Donc il faut parler de Hanouka. On ne peut pas quand même décemment ne pas parler de Hanouka. Alors, dans Hanouka, il y a deux théories, deux façons de faire. Il y a la possibilité d'allumer à l'extérieur, comme on dit, vis-à-vis de l'extérieur, pour éclairer l'extérieur, ou alors une autre théorie qui dit de nos jours on allume à l'intérieur. On n'allume plus à l'extérieur, on allume à l'intérieur. Donc, toutes les halachot de Hanouka vont jouer sur ces deux options. Allumer à l'extérieur, allumer à l'intérieur. Alors, par exemple, si je dis qu'il faut allumer juste quand la nuit arrive. Pourquoi je dis quand la nuit arrive? Parce que on dit dans le Talmud que Ad she'tichle regel min hashuk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Alors, donc quand est-ce qu'il y a des gens dans la rue? Quand la nuit tombe, il y a encore des gens qui sont encore dans la rue, et puis après ils disparaissent de la rue. Mais ça n'est valable que si je dis qu'il faut allumer dehors. Mais si je dis qu'il faut allumer à l'intérieur, c'est-à-dire pour les gens de ma maison, sans me préoccuper des gens de l'extérieur, donc je ne suis pas limité, je ne suis pas obligé d'allumer dès que la nuit arrive, mais je peux allumer plus tard, puisque les gens dans la rue, on peut imaginer qu'en hiver, les gens rentrent tôt chez eux, donc il faut se dépêcher d'allumer parce qu'il n'y aura plus personne pour la regarder dans la rue. Mais si je m'adresse aux gens de la maison, c'est évident que les gens de la maison ne vont pas dormir si tôt, donc ils ne vont pas disparaître de l'endroit où j'allume si tôt pour m'obliger à allumer dès que la nuit arrive. Donc si vous allumez en fonction de l'extérieur, il faut déjà se préoccuper d'une chose. Est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur? Par exemple, si vous habitez en hauteur, vous habitez dans un endroit qui dépasse 10 mètres de haut, 3 étages, il faut vérifier que parce qu'après 10 mètres de haut, pour voir quelque chose, on fait ça. Donc on n'a pas l'habitude de lever la tête comme ça pour regarder. En général, l'homme regarde devant lui, et donc la Torah nous dit, plus de 10 mètres, l'œil n'est pas cholette. L'œil ne regarde pas à plus de 10 mètres. Il faut vraiment avoir entendu un bruit ou quelque chose de bizarre pour lever la tête à plus de 10 mètres. Donc celui qui habite à plus de 10 mètres, et donc c'est très vite fait, puisque un appartement en général a des plafonds de moins de 3 mètres ou 3 mètres maximum, donc celui qui habite au 3e étage, c'est évident qu'il habite à plus de 10 mètres, et donc s'il met sa Hanoukia à sa fenêtre, personne dans la rue ne la verra, à moins d'être dans un quartier ou un endroit où il y a énormément de gens qui habitent, qui voient de loin sa fenêtre, donc c'est à lui de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc a priori, dès qu'on dépasse 10 mètres, il est recommandé d'allumer à l'intérieur pour les gens de l'intérieur. Alors il y en a qui veulent dire, par exemple dans les grandes tours par exemple, il y a des gens qui habitent au 25e étage,
Et ça ne les dérange pas, puisque de l'autre côté, il y a une autre tour aussi, au 25e étage. Donc les voisins pourraient se voir les uns les autres. Donc, si on est sûr qu'il y a des voisins qui regardent par les fenêtres, alors on peut allumer même à sa fenêtre. Mais si on n'est pas sûr, puisque de toute façon, quand on a l'allumage de Hanouka, comme nous dit la Gemara, qu'à l'époque où il y avait de l'antisémitisme de la part des Perses, les Perses étaient méchants, alors ils interdisaient d'allumer parce que le feu, c'était le dieu perse, le dieu Mazda. Et la fête de Mazda tombait dans cette période-là. Donc ils interdisaient d'utiliser le feu. Donc les Juifs étaient obligés de se cacher pour allumer. Ah ouais. Donc la Gemara dit, quand il y a un risque d'être embêté, la Gemara dit qu'ils mettent sur la table et ça suffit. Donc on voit bien que dans tous les cas de figure, on est toujours quitte. Qu'on allume à l'extérieur, à l'intérieur, on est toujours quitte, de toute façon. Ce n'est pas une condition qui annule l'endroit où je mets ma Hanoukia. La seule condition qui peut être embêtante, c'est d'être au-dessus de 10 mètres. C'est tout. Par exemple, si j'allume dans une grande synagogue, qui a des plafonds qui ont plus de 10 mètres, alors effectivement, je ne peux pas me rendre quitte parce que c'est trop haut. À moins que ce soit une immense Hanoukia. Donc, dans la maison, si j'allume à 1 mètre, à moins d'1 mètre, à plus d'1 mètre, je suis toujours quitte. C'est pas comme une mezouza qu'il faut absolument que j'accroche à un endroit précis et pas n'importe où. Donc, celui qui ne connaît pas bien la halakha et qui se dit, si j'allume à la fenêtre, personne ne va voir, alors je vais allumer dans la maison, il a quand même accompli la mitzvah parfaitement. D'accord? Alors maintenant, il y a des décisionnaires qui disent, quand même si tu allumes dans la maison, allume à l'heure où il y a des gens partout. D'accord? Il y a des gens partout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous habitez dans un yishuv, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, en Judée-Samarie, par exemple, il y a des petites habitations où il y a très très peu de gens. Donc les gens arrivent vers 5 heures en voiture ou en autobus. Ils bougent, donc on les voit bouger dans le Yishuv. Ils vont à la Macolette ou à la synagogue, donc ça bouge un peu. Et après, hop, tout s'arrête. C'est comme le cessez-le-feu. Il n'y a plus un chat dans les rues. Alors cela, impérativement, il faut qu'ils allument. S'ils veulent allumer dehors, il faut allumer impérativement. Chez eux. À 5 heures dehors. S'ils veulent allumer dehors, il faut allumer à 5 heures, pas plus tard, sinon il n'y a personne qui passe. Ah oui, oui. Alors que s'ils allument chez eux, ils sont tranquilles. Ils ont plus de temps. Maintenant, celui qui n'habite pas dans un yishuv, celui qui habite à Paris ou ici au centre-ville ou à New York, il y a des gens toute la nuit dans les rues. C'est pas le problème de la Gemara qui disait après 5 heures les gens rentraient chez eux. À l'époque, les gens rentraient chez eux à 5 heures. Mais aujourd'hui, dans les grandes villes, ou même les villes moyennes, les magasins sont encore ouverts jusqu'à 7 heures, 8 heures. Les cafés, les gens se promènent. À moins qu'il fasse un froid sibérien. Donc ce qu'on a dit qu'il faut allumer précisément à 5 heures jusqu'à 5h30, c'est dans un endroit où il y a effectivement de l'animation jusqu'à 5h30. Donc les petits bleds, petits yishuvim. Mais ceux qui habitent dans les grandes villes, ou dans les quartiers où ça bouge
très tard, alors ils n'ont pas ce problème. Effectivement, ils peuvent allumer, même après 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Comme on voit à New York, par exemple, à Manhattan, vous pouvez acheter un clou, qui vous manque un clou à 3 heures du matin. Vous descendez à Manhattan, il y a des magasins de quincaillerie qui sont ouverts. Vous pouvez acheter de la peinture, des pinceaux, faire du bricolage à 3 heures du matin si ça vous prend. C'est pas bizarre de vous voir descendre pour aller acheter des clous à 3 heures du matin. Parce que la ville, elle bouge. Donc là-bas, vous ne pouvez pas dire à 5 heures du matin, à 5 heures l'après-midi, il n'y a plus personne dans les rues. Il y a tout le temps quelqu'un dans les rues. Donc même ceux qui allument vers l'extérieur, eux, ils n'ont pas le problème de l'heure dans ces villes en question. Et non, maintenant, celui qui allume chez lui, donc, il a un seul impératif, c'est le fait qu'il y ait des gens réveillés chez lui. Donc c'est un cas de figure qui peut arriver fréquemment. Quelqu'un est parti à un mariage loin, et il a été obligé de partir du mariage vers 3 heures de l'après-midi. Avec les embouteillages, il ne voulait pas rater le mariage, donc il est parti tôt. Et il ne pouvait pas allumer à ce moment-là, c'était trop tôt. Ah oui. Alors comme il ne pouvait pas allumer parce que c'était trop tôt, donc il va allumer à son retour. Alors si toute la famille, ou au moins quelqu'un de la famille en plus de lui, va être réveillé à cette heure-là, même s'il arrive à 1 heure du matin, il n'a pas de problème, puisqu'il y a ce qu'on appelle un pirsoumanes, c'est une diffusion du miracle, puisque lui et sa femme ou ses enfants ne dorment pas. Mais 1 heure du matin, ça fait pas... ça change de date. Non, la Hanouka, c'est de maintenant jusqu'à demain soir à la même heure. Voilà. Oui. C'est 24 heures. Voilà, 24 heures. Ce qu'il faut, c'est pas allumer en plein jour. Ah oui. Et tant que vous allumez dans la même nuit, c'est voilà. la bougie de cette nuit que vous allumez, c'est bon. Donc lui, s'il sait que, ou alors si lui-même, il reste éveillé, eh ben il peut allumer sa Hanoukia. Bien évidemment, c'est un cas de figure exceptionnel. Ou alors, s'il regarde le calendrier, il peut allumer la Hanoukia à ce qu'on appelle Plag Amincha, comme on a vu l'autre fois, à l'heure qui s'appelle la fin d'après-midi, l'heure de la fin d'après-midi, c'est-à-dire que c'est pas la nuit, c'est en plein jour. C'est en plein jour, il faut qu'il regarde le calendrier, et il faut qu'il regarde la date, l'heure qui s'appelle Plag Amincha, la moitié de la dernière partie de l'après-midi. Voilà. Donc, ça peut être, en hiver par exemple, ça peut être 3h30, 4h. Donc, il peut allumer entre 3h30 et 4h, et il faut qu'il ait quand même, il faut qu'il garde, il faut que ça brûle, il faut que la lumière brille au moins 1 demi-heure dans la nuit. Ah voilà. Au moins 1 demi-heure depuis les 3 étoiles, plus 1 demi-heure. Voilà. Donc, il doit mettre des bougies ou de l'huile Que ça dure plus longtemps. pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Maintenant, deuxième, ça c'est la discussion entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pratiquement, c'est facile à comprendre. Maintenant, deuxième problème, c'est le combustible. Alors, il y en a qui ont la coutume d'utiliser de l'huile d'olive. Oui. Puisque c'est le combustible qui ressemble le plus au miracle de la comment on appelle ça, de la réhabilitation de la menorah du Beth Amikdash. Puisque c'est l'huile d'olive qui avait été souillée, abîmée par les Grecs. Donc le miracle ayant eu lieu avec de l'huile d'olive, on est
on tient à faire l'allumage avec de l'huile d'olive. Alors, dans les pays où il n'y avait pas d'huile d'olive, où elle coûtait très cher, alors les gens, ils étaient moins exigeants. Ils allumaient soit avec la paraffine, des bougies de paraffine, Voilà. ou alors avec une autre huile. Voilà, Une autre huile, l'huile de sésame, ou l'huile de soja, ou l'huile d'arachide, etc. Donc aujourd'hui, n'importe où on peut acheter, dans n'importe quel pays aujourd'hui on peut trouver de l'huile d'olive accessible, donc c'est mieux de faire avec de l'huile d'olive. De l'huile d'olive qu'on mange. Le mieux c'est de l'huile d'olive qu'on mange, effectivement. Voilà. De l'huile d'olive de bonne qualité. Ça c'est le mieux pour la mitzvah. Celui qui n'a pas les moyens, alors qu'il prenne de l'huile d'olive, de l'huile de coude, ce qu'on appelle l'huile d'allumage. Bon, c'est vraiment une huile un peu vulgaire. Elle est bien pour l'allumage, mais elle n'est pas aussi Voilà. aussi mitzvah que la bonne huile. Tout dépend des moyens que les gens ils ont. Mais aujourd'hui, la capacité qu'on a d'acheter une bouteille d'huile de bonne qualité, financièrement, presque tout le monde a cette capacité aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est le mieux. Maintenant, si on est dans des conditions où on n'a pas on se trouve en Chine, il n'y a pas d'huile d'olive, il n'y a que des bougies dans le supermarché, alors on achètera des bougies. D'accord? Maintenant, le problème, c'est d'être sûr que ça dure. Il faut que le combustible dure. Donc, la plupart comment on appelle ça, des magasins de Ménorot, de Hanoukiot, ils vendent des bougies de couleur, vous savez. Des bougies de couleur qui sont un peu, Qui se casse facilement. qui se cassent facilement, de qualité moindre, qui sont fabriquées en Chine d'ailleurs, comme par hasard. Et ça, ces bougies-là, elles ont un gros problème. À savoir que quand vous allumez le premier jour, vous regardez avec votre montre, vous allumez par exemple à 5 heures, vous voyez que c'est bien, ça dure jusqu'à 5h30. Ça, c'est le premier jour. Mais quand vous allumez les autres jours, la chaleur de la bougie avec la voisine font que ça fond beaucoup plus vite. Et en fait, si vous essayez, faites une tentative avant Hanouka ou en journée, vous allumez une série de ces bougies, plus il y en a, et plus il y a un échauffement de l'une sur l'autre, et vous regardez l'heure, vous voyez que ça ne fait pas la demi-heure. Donc c'est problématique. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, oh bah s'ils vendent ça dans les magasins, c'est sûr qu'ils ont vérifié. Ils ont vérifié apparemment avec une. D'accord? Alors, la preuve, je l'ai fait, j'ai vu des gens le faire. Pour les enfants, vous dites aux enfants, tiens, je ne vais pas me casser la tête avec mes enfants, ils sont fatigants, si je leur donne pas une Hanouka, ils vont me faire la mort. Donc, fais attention parce que peut-être qu'il n'y a pas le temps n'est pas juste. Et donc, il y a un principe dans l'éducation des enfants, on ne doit pas faire des mitzvot fausses aux enfants. Vous ne pouvez pas dire à un enfant, puisque c'est un enfant, il n'a pas de mitzvot, il est encore gosse. Non, même s'il est gosse, ne lui fait pas faire de mitzvot, pas comme il faut. Ça peut être élémentaire, ça peut être de base, mais il faut que ce soit toujours d'après la halakha, pas moins que la halakha. Or, très souvent, ces engins-là, si vous avez une Hanoukia qu'ils ont fabriquée au GAN, en terre cuite, espacée, avec... Alors là où, effectivement, l'espace étant respecté, ça dure une demi-heure. Mais si vous prenez des Hanoukiot en fer, qui sont pressées les unes sur les autres, là c'est évident que vous n'avez pas le temps, il n'y a pas la demi-heure. Et donc à ce moment-là, l'enfant il va faire des brachot, il va être content de son travail, en réalité il ne va pas faire la mitzvah parce qu'elle ne va pas durer une demi-heure la Hanoukia. Donc il faut faire attention à ça. Et si on peut, même pour des enfants, on doit leur faire faire les choses bien. Si on a les moyens
d'acheter des petits flotteurs et de leur faire faire avec de l'huile d'olive, alors on leur fait, on peut faire on peut aujourd'hui se payer le mieux. On n'est pas obligé de Oui. utiliser ces bougies de l'époque du KKL et du FSJU en France quand ils offraient la boîte de bougies pour que les gens ils allument le jour de la tombola de l'école. Voilà, ça c'est la deuxième préoccupation, le combustible. Maintenant, troisième préoccupation, c'est la sécurité. La sécurité, à savoir ne pas dire « Ah non, moi je fais très attention, comme j'allume à l'intérieur, j'allume en face de la mezouza. » Très bien, alors, allume en face de la mezouza, c'est le hidour de la mitzvah. Mais fais attention qu'à côté de la mezouza, il n'y a pas des rideaux. Je connais beaucoup de gens qui ont mis le feu à la maison à cause de Hanouka, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leurs enfants allumés pas loin de la robe de chambre, la couverture, bouh. Et ils n'ont pas fait Hanouka, ils ont fait Hiroshima, quoi. Donc, il ne faut pas dire aux enfants, le hidour c'est de faire à côté de la menorah, la mezouza, ou le hidour c'est à côté de la fenêtre. Le hidour d'abord c'est de ne pas mettre le feu à la maison. C'est le plus grand hidour qui est déjà. Donc il faut se garantir un endroit où il n'y a pas de carpette, de tapis à côté, il n'y a pas de linge à côté, où il n'y a pas de bouteille de gaz à côté. Ça c'est la deuxième préoccupation. Il y a quelques années, il y a une dame qui est morte à côté, là. Une dame qui avait la Hanoukia, et elle est tombée Shabbat. Et comme elle ne pouvait pas bouger, elle n'a pas réussi à l'éteindre. Et la maison a pris feu. Alors, c'est pas la peine de... Il y a des bombes de repassage aussi. À Marseille, il y a une dame, la pauvre, elle a été brûlée. Voilà, c'est pas la peine de... Il y avait la bombe de voilà, il faut toujours faire des choses en faisant attention aux conditions de sécurité. Donc ceux qui habitent dans des endroits très étroits doivent faire très attention à mettre ça dans un endroit où il y a du carrelage ou de l'eau, que ça ne tombe pas dans un endroit qui met feu. D'accord? Ça c'est la préoccupation sécuritaire qu'il faut absolument indiquer aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui croient que la mitzvah arrange tout. Par exemple, ils vendaient des Hanoukiot en plastique. En plastique. Alors, les gens, ils mettent des bougies dedans, mais une fois que ça arrive au bout, le plastique prend feu. Donc, c'est très joli au niveau artistique, des plastiques de couleur, etc. Mais une fois que c'est arrivé au bout, vous risquez de mettre le feu à la maison. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on fait une mitzvah qu'on va faire n'importe comment. Voilà, maintenant, celui qui n'a pas allumé un jour, par exemple, qui a raté un jour, eh ben, il peut rattraper le lendemain, il se met au même diapason que tout le monde. C'est-à-dire, s'il a loupé le quatrième jour, le cinquième jour, il allume 5. Voilà. Il n'allume pas il dit pas, je rattrape celle d'hier. Non. Tu prends le train en marche, tu allumes comme tout le monde. 1, le 1, 2, le 2, 3, le 3, le 4, le 4. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est invité? Quand on est invité, par exemple, alors, soit on se rend quitte par la personne qui vous invite, que ce soit un homme ou une femme, puisque tout le monde doit allumer, homme ou femme. Donc si vous êtes invité quelque part, vous vous rendez quitte, et le mieux c'est de participer financièrement à ce que l'allumage coûte. Donc vous donnez une pièce pour payer votre valeur d'huile, ou alors vous demandez l'autorisation à la personne qui vous invite d'allumer votre propre
Hanoukia, vous avez le droit aussi. Bon, donc c'est en fonction de des conventions que vous avez avec les gens. Si les gens sont gentils, ils vous laissent allumer une Hanoukia. Si vous disent non, je n'allume qu'une chez moi, alors vous rendez quitte avec la personne. Ou alors vous rentrez chez vous, vous allumez par la suite. Ça, c'est aussi une option. Dans tous les cas de figure, l'invité n'a pas d'obligation d'allumer lui-même, quoi. Il peut le faire si on le laisse faire, mais il n'a pas d'obligation, on peut se rendre quitte par un autre. C'est comme un kidouche ou une autre misva qu'on n'est pas obligé de refaire soi-même. D'accord? Maintenant, tout le monde connaît cette fameuse polémique. C'est que chez les séfarades, en général, il n'y a que le papa qui allume. Ah bon? Ouais, il n'y a que le papa qui allume pour toute la famille. Les séfarades. Ils ont pris le minag de Tosfot, justement, qui était Ashkenaz, de ne faire qu'une personne allume. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que Tosfot, il dit, imagine-toi qu'il y a 3 personnes qui allument dans la maison. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui rentre dans la maison, elle arrive par exemple le deuxième jour, elle va voir 6 bougies. 2 fois 3. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? On est le 6e jour. Donc le Tosfot, il dit à cause de ça, il faut qu'il y ait un équerre, il faut qu'il y ait un moyen de reconnaissance qu'on est tel jour. C'est le jour qui compte. Or, s'il y a une Hanoukia, tout le monde sait, tiens, on est le 2e jour, il y a 2 bougies. J'ai vu ces 2, donc c'est le 2e jour. Alors Tosfot dit, s'il y en a 3 qui allument, on va croire qu'on est 6e jour. Mais c'est vrai que c'est le minag des séfarades de faire comme ça, mais d'après la pratique, surtout aujourd'hui, ça ne tient pas tellement la route. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une Hanoukia indépendante. Lui, le Tosfot, il parlait de leur temps à eux, où on allumait des verres ou des bougies sur la table ou sur un plateau. Et donc, effectivement, là, je ne vois pas la différence. Mais si chacun a une Hanoukia, comme c'est le cas aujourd'hui, personne aujourd'hui n'allume n'importe où. Les gens utilisent en général une structure qui s'appelle une Hanoukia. Et dans ce cas-là, que j'en ai 10 ou 2, je sais très bien que ce sont des Hanoukiot qui représentent des gens et qui ne représentent pas des jours. Donc c'est une chita qui est respectable, puisque c'est comme ça qu'il dit le Shulchan Aruch. Il a pris la chita de Tosfot, mais au niveau de la raison qu'il a donnée, elle ne tient plus tellement la route. Alors que le Rama lui il dit comme le Rambam, qui lui était séfarade pourtant, donc il y a une interférence des chitotes. Le Rabbi Yosef Karo, il a pris la chita de Tosfot, et Rama, il a pris la chita du Rambam. Le Rambam lui dit, on allume une par personne. Et il dit carrément, il y a combien d'habitants dans la maison? Il y a 10 personnes dans la maison. C'est que le Rambam, il compte les femmes, les hommes, les enfants, tout. Il dit, vous êtes 10 dans la maison, il y a 10 personnes dans la maison, 10 le premier jour, 20 le deuxième jour, et 80 le dernier jour. Et le Rama, il dit, oui, c'est vrai, sauf que les femmes ne vont pas allumer parce que la femme se rend quitte par son mari. Donc on prend le Rambam, mais rien que pour les hommes. Et donc, c'est comme ça que font les Kehilot Ashkenaz, les Chassidim aussi, qu'ils allument par tête de pipe homme. Voilà. À partir de 13 ans.
sans distinction de... Non, l'âge du Chinour, c'est autre chose. Les enfants, il n'y a aucun problème, parce que les enfants, c'est pour les éduquer qu'on leur fait ça. Pour les motiver à faire les mitzvot. Surtout les enfants, ils aiment le feu. Alors, Ah ouais. les enfants, ils ont comment on dit, ils sont fascinés par le feu. Moi, mes petits-enfants, ils ont chacun une. Enfin, eh oui, c'est ça. Donc lui, le Rambam, lui, là-bas, il parle des gens qui seraient déjà bar mitzvah. Donc ce serait plus un enseignement, parce que les enfants, il n'y a aucun problème. C'est pour les éduquer, au contraire, ils sont contents, les enfants, quand tu leur mets une Hanoukia, même s'ils sont pas bar mitzvah. Donc voilà, donc chacun fera comme il a l'habitude, dans son minag. Et voilà, maintenant le reste de Hanouka, c'est de dire le Hallel. C'est un des jours de l'année où on dit le Hallel tous les jours, parce qu'il faut remercier Dieu de nous avoir sauvé notre Neshama. Et on peut éventuellement faire des repas, etc. C'est pas un problème. On marque le coup, comme on dit, par respect pour Hanouka, de faire des repas, mais c'est pas comme Purim où il y a une obligation de se mettre à table, etc. Parce que dans Purim, c'était le corps qu'il fallait remercier. Donc le corps remerciait en mangeant. Alors qu'à Hanouka, c'est l'âme qui doit remercier. Et donc l'essentiel de Hanouka, c'est quelque chose de spirituel. Voilà, ça c'est le... Juste une précision, le Shabbat c'est bien la Hanoukia et après il y a le bougie. Voilà, pour Shabbat, bien joué. Cette année, il n'y a qu'un Shabbat au milieu. Donc on allume d'abord la Hanoukia et après on allume les bougies de Shabbat. Mais si vous avez fait le contraire, vous êtes quand même quitte. Si par exemple vous êtes trompé, vous avez allumé les bougies de Shabbat, et après vous dites « Oh, je suis complètement folle, on n'a pas allumé les bougies de Hanouka », on avait expliqué ça déjà l'autre fois. Quand on fait l'allumage des bougies par erreur, c'est-à-dire comme il dit l'autre, si j'avais su, j'aurais pas allumé. Donc si j'avais su que j'avais pas allumé les bougies de Hanouka, j'aurais pas allumé les bougies de Shabbat. Donc on dit que même si on a déjà allumé les bougies de Shabbat, on peut quand même, après coup, allumer les bougies de Hanouka, à condition évidemment qu'on soit bien avant le coucher du soleil. Mais a priori, vendredi, on allume d'abord les bougies de Hanouka, après c'est le Shabbat, et le Shabbat, la sortie du Shabbat, on fait le contraire. On fait d'abord Havdalah pour sortir du Shabbat, et après on allume les bougies de Hanouka. Voilà. Maintenant, on va parler de la paracha de Vayeshev, qui tombe en règle générale toujours dans la période de Yutet Kislev et Hanouka. C'est toujours, comme l'explique la Chassidoute, il y a un lien très intime entre la guerre entre Yosef et ses frères, les Hashmonaïm et les Grecs, qui étaient des Juifs, tous, hein, les vrais ennemis de la Menorah, c'était d'autres Juifs, c'était des hellénistes, on appelle ça, des Mithyavnim, plus que des Goy, plus que des Goïm. Comme nous, dans notre paracha, la haine, elle n'est pas avec les Égyptiens, les Cananéens, elle est entre les frères, entre les Juifs, entre la Mishpoche. Et la même chose, Yutet Kislev, c'était l'essentiel de Yutet Kislev, c'est l'union entre les différentes tendances du judaïsme, puisque l'Admorazaken, il a dit qu'il a plus souffert avec le gars qu'il a retenu prisonnier chez lui, l'un des mitnagdim qu'il avait trahi, qu'il avait trahi au tsar. Il a retenu en prison pendant 4 heures chez lui. Il a dit c'était plus douloureux les 4 heures que j'ai passé avec ce juif-là que les 53 jours de prison à la forteresse du tsar.
Donc de là, on voit que le sujet de l'événement essentiel de Vayeshev, c'est le Kribour, c'est le fait d'unifier les différents frères. Ce qu'on n'a pas pu faire avec Abraham et Yitzhak, on est obligé de le faire avec Yaakov. Et ça nous relie à un événement très curieux de la paracha. Il a écrit que Yaakov sait que ses frères ne peuvent pas le voir. Il le haïssait. Il savait qu'il y avait une animosité très très forte entre les frères et lui. Et malgré tout, Jacob il dit à son fils, va aller voir tes frères là-bas à Shrem. Et lui, Yosef, il dit oui, Ineni. Il aurait pu dire à son père, ah, papa, ça va pas, non, tu m'envoies me disputer avec eux, j'y vais pas. Yosef, il dit, Ineni, d'accord, je suis prêt. D'accord? De surcroît, il y a écrit qu'il les envoie à Shrem. Or, Shrem, comme dit Rashi, le Midrash nous raconte que Shrem, c'était une ville où il y a eu tous les malheurs qui se sont passés à Shrem. À Shrem, on a attaqué Dina, et ils ont été obligés de tuer tous les habitants. À Shrem, il y a eu comment on appelle ça, le schisme, la séparation entre le royaume d'Israël et de Yehuda, entre Rechavam, le fils de Shlomo, et Yeravam, celui qui a fait la scission. Quand est-ce qu'elle s'est fait la scission et où? À Shrem. Il dit, Rashi, c'est une ville, destinée au malheur. Une ville de la Shkumun. C'est une ville destinée au malheur. En hébreu, on dit Ir meyuedet la puranut. Ville qui a une vocation des malheurs. D'accord? Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'ils le vendent. Donc on se pose une question, attends, c'est quoi cette histoire-là? Yaakov, il n'est pas un peu... Il perd pas la tête, si je peux me permettre, d'envoyer son frère à Shrem, demander comment... Comment vont tes frères? Où est le shalom de tes frères là-bas à Shrem? Ne va pas là-bas, tu n'es pas là-bas pour surveiller, tu n'es pas là pour couvrir l'événement, ne va pas là-bas, n'envoie pas ton fils là-bas. D'accord? Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un d'autre, ne provoque pas la rencontre. D'accord? Je vous ai raconté là-bas je ne sais pas si je vais le raconter en tous les cas. À Paris, j'ai étudié la Torah avec un monsieur qui avait étudié avec le Rabbi Rachab. Donc avant 1920, ça veut dire. C'était un chassid du Rabbi Rachab, il était vieux déjà, très vieux. Et donc on étudiait la chassidoute et la Avat Israël, le Tanya, d'accord? Et un jour je l'entends prendre le téléphone, il était au téléphone, et il était en train d'expliquer au Rabbin Naori, qui était le chef du Beddin, puisque lui il était le chef des Shochatim là-bas au Beddin de Paris. Et il m'a dit, si tu savais les histoires qu'il y a entre les Shochatim, les Rabbanim, l'histoire qu'il y a au Beddin, c'est... Quand on ne connaît pas les trucs, on croit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il y a des histoires, des bagarres, et de la mauvaise langue, des trucs horribles. Et donc lui, il calmait le Rav Naori, il essayait de faire la paix, le Rav Naori et lui, pour que les Shochatim s'entendent entre eux, etc.
Et donc, il a raccroché, puis alors, après il m'a dit, il y a un enseignement du Rabbi Rachab, que les gens ne connaissent pas. Tu vois, le Rabbi Rachab, il parle de ça, et il a même écrit un livre, sur le fait qu'il faut s'entendre, il faut s'aimer, il faut se... et toute la chassidoute, elle est basée là-dessus. L'amour, et de s'asseoir ensemble, et Inemator ou Manaïm, il dit, mais le Rabbi Rachab, il disait, si on ne peut pas avoir le shalom, au moins qu'on ait le sheket. Ah oui. S'il ne peut pas y avoir la paix, au moins qu'il y ait le silence. Que les gens ne se crient pas dessus. Je comprends. Le shalom, c'est magnifique. Mais si tu ne peux pas l'avoir, le shalom, au moins qu'il y ait le silence, que les gens se la ferment, qu'ils ne se disputent pas. Donc c'est un enseignement très pessimiste en fait. Et il m'a dit, c'était au nom du Rabbi Rachab, c'est-à-dire que on savait que bien qu'il ait écrit des choses en disant la grandeur de l'âme juive, et qu'on est tous des frères, et qu'on est tous qu'on a tous la même origine, et qu'on Avechad Kulana, on a tous le même père. Il disait, si on ne peut pas avoir le shalom, au moins qu'il y ait le sheket. Donc, monsieur Yaakov Avinu, sachant que c'est même qu'il n'y a même pas le sheket entre eux, puisque chacun dit du mal de l'autre. Eux, ils disaient du mal de leur frère à leur père, et lui, il disait du mal de ses frères à leur père. Il n'y a pas le sheket. Et toi, tu demandes le shalom. Tu dis, va avoir le shalom à Shrem. C'est suicidaire, cette histoire-là. Si en plus, tu prétends aimer ton fils Yosef, ne l'envoie pas là-bas. D'accord? Alors, il y a une clé qui nous est donnée. On nous dit que juste avant, qu'est-ce que nous dit Yaakov, en fait? Avant qu'il nous dise d'aller voir la paix, avant qu'il y ait la paix, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, Vayomer lo. Il dit, Vayomer lo, lechna re shlom achecha ve shlom atzon. Va voir la paix de tes frères et la paix du bétail. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, Vayelchu Echav. Ses frères sont partis. Lirot etzon aviem. Pour aller paître. Pour aller paître le bétail à Shrem. Les commentateurs s'interrogent, qu'est-ce que ça veut dire d'aller paître? Alors on dit en vérité, ils ont été, pas seulement faire paître le bétail, manger de l'herbe au bétail, mais ils ont été lirot et atzmam. Ils ont été se nourrir eux-mêmes. Or, lirot, ça veut dire un roé, c'est quoi? C'est un berger. Roé, c'est un berger. Un pâtre, un berger. Alors, on ne l'appelle pas seulement un berger parce qu'il donne du miré, du pâturage, de l'herbe, mais parce qu'il surveille, les bêtes, les petits agneaux. Et donc, on dit qu'ils ont été là-bas, l'irot et atzmam, ils ont été là-bas pour s'arranger, pour se regarder, l'irot et atzmam, pour se nourrir, c'est-à-dire se faire une introspection. Ils ont été faire une introspection, une réflexion sur eux-mêmes, savoir qui ils sont. Donc ils avaient une kavana, parce qu'on demande pourquoi ils ont été si loin. Ils habitaient Hebron. Hebron, il y a des endroits de pâturage pas loin. Pourquoi tu as besoin de marcher 100 km? Il y a presque 100 km. C'est énorme. Entre Hebron et Shrem, c'est énorme. Hebron, c'est en Judée. C'est pas loin d'ici. Ah bon? Ben oui, Hebron, c'est pas loin d'ici. Et Shrem, c'est en Samarie, c'est la capitale de la Samarie. C'est très très loin. Donc est-ce que tu as besoin d'aller paître ton bétail à Shrem, alors qu'il y avait de l'herbe à côté? Donc on te dit non, ils ont été se refaire une âme à Shrem.
C'était pour ça qu'ils étaient là-bas. Donc c'est pour ça que Yaakov, il peut dire à son frère, à son fils, regarde, Shlom Achecha, comment ils vont, où ils en sont de leur réflexion. Et donc à ce moment-là, quand ils sont arrivés à la réflexion, ils vont dire, mais après tout, notre frère, il ne veut pas notre destruction. Après tout, il est gentil. Et nous aussi, on va être gentils avec lui. Donc, Yaakov croyait sincèrement qu'il allait avoir la paix entre eux. Il croyait sincèrement qu'il allait avoir la paix entre eux. Sinon, il y a écrit qu'un père, il n'a pas le droit, pour son kavod, de demander à ses enfants des choses impossibles. Lui, il est chassid, Yosef. Il dit, Néni, je suis prêt à donner ma vie pour te faire plaisir. Mais toi, le père, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu sais que le fils risque sa vie, ou le fils risque de se disputer avec ses frères, ma pitom que tu l'envoies là-bas, tu es fou. Donc on voit que Yaakov, il avait une kavana, justement, il croyait qu'ils avaient fait le tikkun. Il ne pouvait pas aller avec lui. Pardon? Il ne pouvait pas aller avec lui voir. Et non, parce qu'avec lui, ils avaient respecté leur père. C'est comme chez le rabbi. Vous voyez des films chez le rabbi, et quand le rabbi est là, tout le monde est là, ils sont là. Et avant que le rabbi ne rentre, ils se tapaient dessus, quoi. Bah oui. Quand le rabbi est là, c'est comme avec la Ganénette, vous voyez. Maîtresse, ils sont tous gentils. Mais avant que la Ganénette ou la morale rentre, ils se tapent entre eux, les gosses. Les gosses, quand c'est des grands, ils se tiennent bien, mais quand c'est des gosses, ils se tapent. Donc, etc., etc. À tout âge, on peut être gosse quand il s'agit de se taper dessus. Donc, si le père avait été, on n'aurait rien prouvé. Parce qu'ils auraient dit, bien papa, à cause de toi, on se la ferme. Alors que là, il n'y avait pas le père. La preuve, c'est qu'après, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, si on savait qu'il allait réagir comme ça, de lui faire croire qu'il est mort, etc., etc. Donc on voit bien que lui, Yaakov, il avait une intention de régler le problème entre le frère et les frères. Le shalom. C'est pour ça que, en vérité, Yosef, il va hériter de la ville de Shrem, comme il y a écrit dans la prophétie, que quand Mashiach viendra, nous serons tous Shrem Echad. La main sur l'épaule de l'autre, on sera tous, comme d'ailleurs, quand on est fraternel avec quelqu'un, on le tape sur l'épaule. Shrem, l'épaule c'est Shrem. Donc, oui, Shrem Echad, on sera en toute fraternité. Donc ça veut dire que le principe de Shrem, c'est une ville destinée à la bagarre, mais en vérité, sa vraie vocation, quand on enlève le Satan et le mauvais, sa vraie vocation, justement, c'est d'unifier. C'est d'unifier. Mais quand il est venu Yosef. Pardon? Yosef, il est arrivé là-bas pour... Alors, quand il est arrivé à Shrem, ils n'étaient plus là déjà, ils se sont éloignés un peu, ils se sont arrivés à Dotaïna. Et il a rencontré l'ange Gabriel, qui lui a dit... Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'ange Gabriel, il lui dit... Bayom et achai, anochi mevakesh, agid anali. Il a dit, je cherche mes frères, et je veux savoir où est-ce qu'ils sont en train de se remettre en cause. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Gabriel? L'ange Gabriel, il lui dit, Nassou Bizé. Ils sont partis de là, ils sont pas arrivés à la conclusion que toi tu as cru, de dire, ça y est, on va faire la paix, on sait qui il est, on sait qui on est. Quand on sait où on en est, on ne se dispute pas. D'accord? Quand on sait où on en est, quand est-ce qu'on se dispute? C'est qu'on pense que l'autre il veut prendre notre place, et l'autre, c'est qu'il y a un malentendu sur ce qu'on est. Et il dit Nassou Misé, ils ont déjà voyagé de ça, ils sont plus dans
ce trip, cette épopée de la tchouva et de se remettre en cause, ils sont au contraire, dans le bouillonnement, ils sont encore plus méchants qu'ils ne l'étaient avant. Pourquoi il a continué? D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a écrit Dotaina, et Rachid te dit, Dotaina, ça veut dire qu'il cherche des armes pour mieux te frapper. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, il était en shlichut de son père, donc il aurait dû rien avoir. Il aurait dû être en paix. Quand on est shaliar mitzvah, il n'arrive rien. Non, son père lui a dit, va à Shrem. Et lui, il a continué. Donc, il aurait dû dire, Shrem, ils sont pas. Papa, tu m'as demandé. J'ai rencontré l'ange Gabriel, il m'a dit, ils sont plus là, donc je suis revenu. Mais lui, il a dit, non, il faut que j'aille quand même, j'insiste. N'insiste pas, mon vieux, ça va mal tourner. D'accord? Et en plus, c'est l'ange Gabriel, c'est l'ange de la rigueur. C'est que l'ange de la rigueur, il le prévient, il lui dit, ne va pas là-bas, tes frères ne sont pas du tout ils n'ont pas le flair d'être en paix avec toi. Au contraire, comme il dit Rashi, ils cherchaient à le tuer carrément, pas simplement à le crier dessus, à le tuer. Donc ça s'était aggravé. Au lieu de s'arranger, ça s'était aggravé. Et maintenant, on comprend pourquoi Yaakov, en fait, il a été manipulé par le Paro pour lui faire croire que ça y est, on peut déjà faire le travail de faire la paix, etc. Il a été trop vite. Il a été trop vite. Et c'est vrai qu'à cause de ça, la boucle va être bouclée par la suite. Il va descendre en Égypte, ils vont le reconnaître. Mais il a fallu 22 ans de tristesse. C'est-à-dire, Dieu, il t'entraîne dans un truc, alors que toi, tu avais des intentions contraires. Lui, il voulait faire la paix maintenant, avec eux, alors qu'en réalité, Dieu, il avait un programme beaucoup plus complexe, qu'ils arriveraient à la paix plus tard, d'accord? Et ça dépend du libre arbitre. Eux, ils avaient le libre arbitre, mais ils l'ont utilisé dans le sens négatif. Ils ont dit, en fin de compte, on a très bien compris ce qu'il veut. Il veut nous éliminer. Il veut nous éliminer. Il veut dire à son père, moi je serai le seul représentant de la famille. Les autres, c'est comme Mishmaël, comme Esav, il faut les dégager de la scène. Donc il se sentait donc poursuivi. Et lui, il a rien fait pour les calmer, donc ça s'est envenimé. Donc de là, on apprend de cette paracha, qu'en fait, Chas v'Shalom de penser que Yaakov était un illuminé, qui croyait il suffisait de confronter les frères pour faire la paix. Non, lui pensait que par le principe de Shrem, ils auraient fait tchouva. Ouais. Ça veut dire qu'il faut un événement, pour que tu fasses le shalom, il faut qu'il y ait un événement nouveau qui vienne. Tu peux pas laisser les situations comme elles sont, et dire on va faire le shalom. Ça c'est avec les enfants, ça. Tu fais shalom, parce qu'ils se bagarrent pour rien. Mais les adultes, ils se bagarrent pour quelque chose. Donc si tu n'as pas réglé le quelque chose, il ne peut pas y avoir de shalom. Bon, tous les gens restent sur leur même position. C'est-à-dire que le shalom, c'est une utopie si tu ne penses pas qu'il faut avoir sur quel point, sur quel nekuda il y a la discorde. Si tu n'as pas réglé la nekuda, ben tu ne peux pas régler tu peux pas y avoir de shalom. Alors c'est vrai que le temps peut agir, comme on voit avec Esav, avec Esav, avec le temps, il s'est calmé. Il a vu son frère, ils se sont embrassés, donc c'est que le temps qui a réparé. Mais il arrive quelquefois que le facteur temps ne soit pas suffisant. Il faut rajouter quelque chose. Et donc on voit que toute cette série-là, de Yud Tet Kislev,
les frères de Yosef, Hanouka, tous s'imbriquent l'un dans l'autre pour en arriver à la vraie résolution des problèmes, c'est-à-dire entre nous. Il y a 12 shvatim, il fallait les gérer. Il fallait les gérer. Et en vérité, jusqu'à l'arrivée du roi David, il y a toujours eu des histoires entre les 12 tribus. Il n'y a que Jacob, il a eu beaucoup de mal avec eux. Donc en vérité, c'est pas parce que on est frères qu'automatiquement on va s'entendre. Au contraire, on peut être frères et avoir une telle différence de caractère ou d'intérêt que c'est encore pire qu'entre étrangers. Et pourtant, c'est le but de la manœuvre, d'arriver à faire la paix entre les gens qui ne se ressemblent pas. Et donc c'est ça l'enseignement de la paracha de Vayeshev, qu'il faut absolument arriver à du bon côté, c'est-à-dire s'épauler l'un et l'autre. Je vous ai raconté l'histoire avec le Rav Ginsburg. Il avait fondé une yeshiva à Shrem. Od Yosef Rai s'appelle. La capitale de la Samarie, la ville de Yosef. Or, la yeshiva a été attaquée par le Hamas. Oui, il y a eu des morts, il y a eu tout le temps des morts là-bas, c'est un endroit très dangereux. Même quand vous y allez, vous sentez qu'il y a une agressivité, c'est que de la pierre. C'est de la pierre, c'est effrayant, quoi. C'est très très rude comme endroit géologique même. Et j'avais lu une lettre qui racontait à propos de Rav Chaim Palachi. En Turquie, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Chaim Palachi. Très grand Rav. Et lui, il a écrit, et lui à l'époque, il y avait un milliardaire turc qui a dit on va installer une yeshiva à Shrem. C'était à l'époque des Turcs. Nous allons installer une yeshiva à Shrem, et il a pris une vingtaine ou une trentaine de familles qui habitaient à Smyrne, là-bas en Turquie, et il a dit voilà, moi je subventionnerai tout le temps. Installez-vous seulement là-bas, et moi je paye. Et comme ça appartenait à la Turquie, il n'y avait pas de problème. Le sultan de Turquie était d'accord. Et voilà que donc ils se préparent, ils préparent leurs affaires pendant des mois et des mois. C'était un voyage dangereux en Israël à l'époque. Et voilà Tipa que juste avant le départ, le milliardaire meurt. Subitement, il est parti. Et le Rav Chaim Palachi a dit, il raconte ça dans ses livres, il dit, du fait que ça s'est passé, nous pouvons affirmer en toute certitude qu'il ne pourra jamais y avoir de juifs qui habitent à Shrem jusqu'à la venue de Mashiach. Comme ça, il garantit. C'est impossible que des juifs puissent s'installer à Shrem jusqu'à la venue de Mashiach. Parce que tant qu'on n'a pas fait le tikkun, la réparation de la haine gratuite entre nous, on ne pourra pas s'installer à Shrem, c'est la preuve. Shrem, c'est la preuve. Et donc de là, on voit qu'il faut être, s'efforcer au maximum qu'il y ait la paix entre les gens, la paix entre les gens, et de vivre pour faire la paix entre les gens de même famille, pas de même famille, les blancs, les noirs, les verts, etc. Le principe du shalom, basé évidemment sur le émet, sur la vérité, pas sur la démagogie gauchiste. On est tous frères, même les assassins. Non, on parle de shalom amiti, de shalom réel, pas un shalom artificiel.
que je suis prêt à embrasser tous les Soudanais, tous les Palestiniens, tous les criminels, mais mes frères de Dimona, Rod, ou mes frères de Meacharim, ah non, c'est des Haredim, ceux-là je leur parle pas et qui crèvent de faim. On parle pas de ça, on parle de fais déjà la paix avec ton voisin de palier. C'est plus difficile parce que c'est ton voisin de palier. C'est vrai. Donc se battre pour faire la paix entre les gens qui se ressemblent, c'est plus difficile que de faire la paix avec des gens qui ne se ressemblent pas. Voilà, je vous souhaite bonne fête de Yutet Kislev, une bonne fête de Hanouka, et nous nous retrouverons avec l'aide de Dieu dans des conditions positives de paix, d'harmonie, Amen. avec la venue du juste Messie.